Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons ce mois-ci pour un nouveau numéro de 701 On Air, dont le thème sera l'histoire. L'histoire d'une salle, celle de la salle d'honneur, aussi appelée la salle Guynemer. Pour ce faire, le commandant Christian, responsable du bureau Histoire et Tradition de la base aérienne 701 et de l'école de l'air et de l'espace, et véritable passionné, vous présentera cette salle directement depuis le lieu emblématique. Sur la version vidéo à retrouver sur notre chaîne YouTube, ce podcast est accompagné de photos, afin que vous vous projetiez le mieux possible. Ouvrons les portes de cette salle et place à la présentation. Pour commencer, mon commandant, pouvez-vous vous présenter ? Je suis le commandant Christian, je suis responsable du bureau Histoire et Tradition sur la base aérienne 701 et l'école de l'air et de l'espace. Je suis également enseignant-chercheur en histoire et en éthique auprès de l'école de l'air de cette même école. Pouvez-vous me dire où est-ce que nous nous situons actuellement ? Alors, nous sommes ici dans la salle appelée salle Guynemer ou autrement appelée salle d'honneur. Alors, c'est une salle où il y a tous les éléments les plus significatifs, les plus intéressants en ce qui concerne les débuts de l'aviation militaire, c'est-à-dire à partir réellement de 1910-1911 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Qu'avez-vous voulu mettre en évidence à travers cette pièce ? Nous avons effectivement voulu dans cette pièce mettre en exergue tous les éléments les plus significatifs. Nous avons commencé tout d'abord, comme je le disais en liminaire, nous avons commencé tout d'abord par effectivement les tout débuts de l'aviation, 1910-1911, et nous l'avons concrétisé à travers un fanion qui est celui de l'aéronautique militaire. L'aéronautique militaire comprenant l'aviation militaire, c'est-à-dire le plus lourd que l'air, et l'aérostation, c'est-à-dire le plus léger que l'air. Donc ce fanion que nous avons effectivement sélectionné, nous l'avons effectivement voulu tout simplement parce que il a été créé en 1911 et il était présent à Verdun notamment. Donc c'est toute une symbolique à travers ce fanion et la symbolique bien évidemment des pionniers de l'aviation puisqu'effectivement nous sommes à l'aube de la Première Guerre mondiale. En ce qui concerne les autres éléments, bien évidemment, on va mettre sur le devant de la scène la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la première guerre aérienne, avec la première bataille aérienne qui est celle de Verdun, avec la concentration, bien évidemment, des forces, c'est-à-dire la concentration des avions, les meilleurs pilotes, à partir réellement de 1916. Alors pour ce faire, effectivement, dans cette salle, nous avons positionné les fanions des différentes escadrilles qui étaient, donc pour ces escadrilles qui sont positionnées, présentes notamment durant toute la guerre. À savoir, les escadrilles ont été créées approximativement à partir de 1912. À l'entrée en guerre, nous avons 26 escadrilles et à la fin de la guerre, nous avons plus de 300 escadrilles opérationnelles. Donc les fanions, c'est effectivement la symbolique réellement de toutes ces escadrilles et de toute cette montée en puissance en ce qui concerne l'aéronautique militaire, à partir réellement de 1912, de façon très significative à partir de 1914. Les fanions, bien évidemment, avec des représentations et toute une symbolique animalière. Et il faut savoir que cette symbolique animalière est toujours d'actualité, elle est toujours représentée à travers les unités dites opérationnelles et qui ont repris cette tradition. Donc c'est quelque chose de très important dans l'armée de l'air et ça nous permet effectivement d'assurer une sorte de continuité patrimoniale et historique. Pour le deuxième élément, nous avons effectivement fait le choix de peintures murales qui représentent l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire approximativement des années 1920 jusqu'aux années 1939. Alors l'entre-deux-guerres étant représenté par effectivement tout ce qui est défrichement et notamment le défrichement voulu par les différents gouvernements et à travers effectivement l'aviation de toutes nos colonies. C'est également effectivement l'exposition coloniale, c'est également l'aéropostale. Y a-t-il des fanions plus remarquables que d'autres que vous souhaitez évoquer ? Oui, en ce qui concerne les fanions, et je parlais bien évidemment de cette symbolique animalière qui avait effectivement traversé le XXe siècle et que l'on retrouve sur nos aéronefs. Alors, il y a des éléments qui sont beaucoup plus connus que d'autres, bien évidemment. C'est la tête de Sioux, par exemple, Lafayette, ou c'est encore les cigognes ailes hautes. Vous en avez d'autres, comme bien évidemment le petit lapin avec le baluchon, ou le petit poucet, tout simplement, ou la mort qui fauche. Voilà, ce sont effectivement des escadrilles qui ont marqué leur époque, avec, entre autres, également la Mouette du Rhin, que l'on retrouve effectivement actuellement, et qui était une escadrille qui a été créée en 14-18. Pratiquement toutes les escadrilles ont été créées, et toutes les symboliques ont été créées en 14-18, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une escadrille, ou la tradition d'une escadrille de 14-18 ne meurt pas, on la met en sommeil et on peut la reprendre. Et donc on reprend, à travers cette escadrille, on reprend bien évidemment la symbolique qui va avec.
La plupart des symboliques est animalière, mais elle peut être bien évidemment très patriotique, comme par exemple le coq, ou éventuellement la tête de Gaulois, ou éventuellement la tête de Jeanne d'Arc, par exemple. Nous retrouvons 2 magnifiques peintures dans cette grande pièce. Pouvez-vous nous en parler? Les 2 peintures murales qui sont représentées ici représente pour l'une, représente le Grand Maghreb avec la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, là où nous avions un camp d'aviation, ce que l'on appelait des camps d'aviation. Et puis de l'autre côté, nous avons la représentation de l'Afrique subsaharienne, là également où nous étions positionnés. Donc c'est effectivement une symbolique forte, tout simplement parce qu'elle représente réellement le positionnement de la France à travers les colonies, mais également le positionnement de l'aviation. Il faut savoir effectivement que c'est la grande période en ce qui concerne notamment toutes les créations. À savoir, à partir de 1928, la création du ministère de l'Air. À partir de 1933, la création d'Air France. À partir de 33-34, 33 étant effectivement la première date, on va dire, de la première naissance de l'aviation, et 34 la deuxième, puisque 33 c'est le décret d'application et 34 c'est la loi, en ce qui concerne bien évidemment la création de l'armée de l'air. Voilà, à travers effectivement ces 3 dates, on a la signification exacte en définitive de ces peintures murales, c'est-à-dire la volonté de mettre sur le devant de la scène cette aviation. Ça, c'est effectivement l'entre-deux-guerres, quelque chose qui est représenté à travers effectivement ces peintures, des peintures qui sont d'ailleurs classées au Fonds national d'art contemporain et qui sont l'œuvre de Phil Assier, qui est un célèbre coloriste de l'entre-deux-guerres. Pouvez-vous nous parler de ces personnages emblématiques qui représentent la période de la Seconde Guerre mondiale? Cette Deuxième Guerre mondiale est représentée à travers des personnages, et ces personnages effectivement collent parfaitement à des valeurs que nous avons voulu les plus larges possibles, et qui sont la volonté de l'école de montrer aux élèves quelles sont effectivement les qualités qu'ils doivent acquérir au sortir de cette école, tout simplement. Le premier personnage, c'est Max Gage, qui était dans les squadrons anglais, et qui représente le professionnalisme. C'est l'abnégation, bien évidemment, c'était un wing commander, il était dans le Coastal Command. Le deuxième personnage, c'est Maurice de Seine, c'est le courage. Maurice de Seine était dans le Normandie-Niemen. C'est quelqu'un qui a montré tout ce courage à travers, effectivement, toutes les opérations qu'il a pu mener, et notamment, bien évidemment, sur le front de l'Est, sur le front russe. Troisième personnage, pour les qualités humaines, c'est René Mouchotte. Mouchotte, bien évidemment, c'est les carnets. C'est effectivement quelqu'un qui est très connu dans le milieu de l'aéronautique. Hein. Et qualité humaine. Alors pourquoi les qualités humaines? Tout simplement parce que Mouchotte était certainement la représentation idéale du chef. Hein. Ces hommes disaient de lui, ce n'est pas la peine qu'il donne un ordre, on sait exactement ce dont il a besoin. C'est la perfection dans le commandement, on va dire. Quatrième personnage, c'est Tulane. Tulane, qui est également dans le Normandie-Niemen et qui représente l'éthique. Hein. C'est quelqu'un qui était reconnu pour effectivement sa justice et sa justesse en ce qui concerne effectivement sa façon de commander. Le cinquième personnage, c'est bien évidemment Antoine de Saint-Exupéry pour sa responsabilité, la responsabilité de revenir à partir de 42-43, fin 42, début 43, de prendre du galon et effectivement de reprendre un avion, notamment dans la reconnaissance, et d'œuvrer pour cette armée de l'air qui était en pleine reconstruction et comme tout le monde sait, qui a disparu dans les Calanques, pas très très loin d'ici. Et le sixième personnage, c'est Alfred Heurtaud. Alfred Heurtaud pour son engagement, et notamment à travers la Première Guerre mondiale. Il a commandé les Cigognes, il a commandé Guilmer, notamment dans cette escadrille. Il est revenu en 39-45 pour effectivement s'engager, notamment dans la résistance. Il a été déporté. Il représente bien évidemment cet engagement à travers la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il a fini général. Et c'est quelqu'un qui voulait, comme il le disait, donner tout ce qu'il pouvait donner à la France. Nous retrouvons également des éléments périphériques et décoratifs dans cette prestigieuse salle. Pouvez-vous nous en parler? En ce qui concerne les éléments périphériques dans cette salle, bien, ce sont bien évidemment toutes les décorations qui sont portées par le drapeau de l'École de l'Air et de l'Espace, et notamment les décorations, la Légion d'honneur qui a été donnée par le premier président de la 4e République, Auriol, en 1947-48. Après, le drapeau est décoré de la croix de guerre 39-45, de la croix de guerre territoire opération extérieure et de la médaille de l'aéronautique. Nous avons également effectivement positionné dans une vitrine le drapeau de l'école militaire et d'application de l'armée aérienne, c'est-à-dire le drapeau historique qui était juste avant celui de l'école de l'air, qui était positionné bien évidemment à Versailles. Et cette école d'application de l'aéronautique militaire est vraiment l'ancêtre en définitive de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air.
Je crois que nous avons fait le tour en ce qui concerne les éléments les plus significatifs, sans oublier bien évidemment Guynemer qui est présent à travers bien évidemment le nom de la salle et à travers les éléments patrimoniaux que nous avons bien évidemment mis sur tout un pan de mur pour bien montrer effectivement l'abnégation du personnage et surtout effectivement sa jeunesse, sa fougue. Et il représente la figure de proue bien évidemment de l'armée de l'air et de l'école de l'air. Durant l'année, il y a des cérémonies pour des événements qui ont lieu dans cette salle. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors cette salle d'abord est une salle fermée. On a tenu effectivement à conserver ce caractère très de sacralité, très secret en définitive de la salle. Maintenant, il faut savoir que effectivement les élèves, avant de recevoir leur poignard, viennent dans cette salle pour effectivement la veillée, ce qu'on appelle une veillée. C'est une veillée d'introspection, c'est-à-dire où ils réfléchissent donc en dessous des valeurs dont on a parlé précédemment, sur leur engagement, hein, sur le fait qu'effectivement ils se soient engagés dans l'armée de l'air pour protéger la France, tout simplement. Donc c'est effectivement quelque chose de très particulier. C'est un héritage, c'est un héritage médiéval en ce qui concerne effectivement cette fameuse veillée. Dans cette salle aussi également se tenait la remise des poignards aux cadets étrangers, parce que peu nombreux, on avait effectivement dans l'intention de les honorer à travers une salle bien évidemment chargée d'histoire, tout simplement. Merci infiniment mon commandant pour ces explications et ces anecdotes concernant la salle d'honneur. Dès à présent, chers auditeurs, nous ne pourrons plus rien vous cacher concernant cette salle. Rendez-vous donc très bientôt pour découvrir toute l'histoire sur une autre salle emblématique de l'école de l'air et de l'espace et de la base aérienne 701, la salle des marbres. À bientôt!